Il est difficile d'imaginer comment les peuples anciens ont pu assembler ce monument colossal, mais ils y sont parvenus. Les archéologues irlandais ont finalement atteint l'autre côté de la porte de pierre de la chaussée des Géants. Dès que la caméra a quitté la paroi rocheuse, l'homme qui tenait les commandes a retenu son souffle. Il avait foré 12 mètres de basalte vieux de 60 millions d'années pour y parvenir. Il s'attendait à trouver un vide, une cavité, un vestige de lave refroidie. La lentille a révélé un couloir rectiligne, structuré et renforcé de l'intérieur. À l'intérieur, on aperçoit des pierres sculptées. Puis il entra dans une pièce assez spacieuse. Avant même qu'il puisse comprendre ce qu'il voyait, quelque chose au plus profond de l'obscurité s'illumina soudainement. Il n'y retourna jamais. L'homme au bord de la falaise. Il s'appelle Kieran O'Hara, ancien archéologue de terrain. Il a passé des années à effectuer des prospections souterraines le long des côtes irlandaises avant de quitter définitivement le monde institutionnel. Ses collègues qui le connaissaient utilisaient toujours le même mot, prudent. Prudent à l'excès. Il ne publiait pas d'articles de blog spéculatifs. Il ne défendait plus ses théories personnelles lors des conférences après l'ouverture des bars. Personne parmi ceux qui ont travaillé à ses côtés pendant 10 ans ne l'a jamais entendu affirmer quoi que ce soit de plus catégorique que ce que les données suggèrent. Alors, lorsqu'il s'est rendu seul à la chaussée des Géants avant l'aube, avec un marteau perforateur dans sa voiture et sans aucun permis en poche, son comportement était déjà totalement inhabituel. Le hic, c'est qu'il prétend n'avoir participé à aucune enquête officielle sur la prétendue porte de pierre mobile de la chaussée, car aucune enquête officielle n'existait. Il n'y avait que des images de vidéosurveillance et des touristes avec leur téléphone. Regardez, regardez. Faites confiance aux gardes forestiers qui décrivaient ce qu'ils pensaient avoir vu à leurs collègues autour d'un café. De courts extraits circulaient discrètement entre les chercheurs qui ne voulaient pas que leur nom y soit associé. Ces articles n'ont jamais été publiés dans les revues géologiques. Ils ont été transmis, examinés in privé, puis classés sans suite. La plupart ont été rejetés en moins d'une semaine. Les formations basaltiques ne s'ouvrent pas. Elles se fracturent. Elles s'effondrent. Elles ne se sont pas écartées proprement, mais la vidéo le montrait clairement. Tandis que tous les autres observaient le mouvement, Ori a fixé le bord de la porte. Il a visionné la même séquence de 15 secondes en boucle pendant une semaine. La scène a été filmée. Et vous avez vu sur ces images fantastiques la porte s'ouvrir ici. Il a ensuite pris une carte topographique de la chaussée des Géants sur l'étagère au-dessus de son bureau, a marqué la portion de falaise en question et a commencé à la lire comme un expert comptable examine un bilan, à la recherche de ce que quelqu'un avait tenté de dissimuler. C'est ce détail qui l'a conduit jusqu'à la paroi rocheuse ce matin-là. Et ce qu'il a découvert dans la roche environnante l'a convaincu de ne plus appeler cela un simple relevé topographique. Ce que le bord cachait. Réfléchissez au comportement du basalte. En refroidissant, la lave se contractait. Elle se fracture pour former les structures colonnaires qui ont fait la renommée de la chaussée des Géants. Ces hautes formations rocheuses hexagonales que les touristes escaladent chaque été. De loin, les fractures semblent géométriques, mais à l'échelle microscopique, elles sont chaotiques. Les lignes de tension ne sont jamais nettes. Tout déplacement, naturel ou artificiel, laisse une trace, des bords effilochés, des gravillons déplacés, des micro-fissures qui se propagent dans la roche environnante. Même un tremblement de terre ne déplace pas le basalte proprement, il le déchire. Les images de la porte mobile ne montraient rien de tout cela. Pas de débris, pas de poussière, pas de joints visibles, juste un mouvement contrôlé, puis l'immobilité, comme une voûte qui se referme sur la falaise. C'est ce détail qui l'a fasciné, pas le spectacle, pas la netteté. Car la propreté n'existe pas dans la roche volcanique. Propreté implique tolérance. La tolérance implique l'usinage. L'usinage suppose que quelqu'un, à un moment donné, aille décider précisément de l'espace autorisé pour un bloc de basalte en mouvement. Ce n'est pas le propre de la géologie. Alors, il s'est garé loin du centre d'accueil, a emprunté le sentier longeant la falaise avant l'arrivée des premiers groupes de touristes et a choisi un point d'entrée non pas à la porte elle-même. Cela aurait été la solution évidente et elle aurait échoué. Mais décalé. Assez près pour que toute structure interne parallèle à la porte croise son axe de forage. Il a réglé la Hilti TU-70. Il a installé le foret à maçonnerie de 40 mm à pointe carbure, prolongé grâce à des raccords lui permettant d'atteindre les parois sans élargir le point d'entrée. Ses mains étaient fermes, sa respiration était lente. Il avait passé des heures ce matin-là à cartographier la paroi rocheuse au toucher, repérant les variations de texture et les subtiles nuances de couleur. Rien de tout cela ne constituait une preuve. Tout n'était que suggestion.
Quand on était petit, on nous racontait qu'un géant colossal les avait formés en assemblant toutes ces roches. Mais quand on découvre la véritable histoire, je trouve que c'est l'un des aspects les plus passionnants de la géologie d'Irlande du Nord. Lire le basalte est un art qui ne s'apprend pas à l'université. Il faut passer des années au contact de la pierre pour comprendre ce qu'elle nous révèle. Les lignes de contrainte dues au refroidissement, les points d'imbrication des colonnes, et ceux qui ne font que simuler une imbrication, les ondes denses et celles contre toute attente. Cruises. Oria avait ces années-là. Il appuya sa paume à plat contre la paroi rocheuse et ferma les yeux un long moment avant de choisir son point de mire. Quel que soit le message que la roche lui transmettait, il voulait être sûr de bien le comprendre. Il choisit son point de mire, il pressa la détente, et ce qu'il attendait de l'autre côté de la falaise allait enfin se dévoiler. La percée. La couche se comporte exactement comme le basalte est censé se comporter. Dense, inflexible, prévisible. La poussière expulsée par le forage correspond aux fines particules sombres de basalte produites sous contrainte. Aucune cavité, aucune fracture, aucune anomalie dans le signal. Ce phénomène a créé la chaussée des géants il y a 60 millions d'années. Ce processus se poursuit encore aujourd'hui. Quiconque a foré du basalte pour gagner sa vie sait en 30 secondes si la roche va lui réserver des surprises. Celle-ci ne le surprend pas. Il continue, lentement, méthodiquement, ajustant l'angle, compensant l'échauffement du forêt. La paroi de la falaise est froide contre son épaule. Le vent de l'Atlantique est tombé, bien en contrebas. La marée monte contre les pierres de la chaussée inférieure. Ce bruit sourd et creux de l'eau qui rencontre le basalte est la bande-son de ce littoral depuis 60 millions d'années. Les minutes passent, le trou s'approfondit. Rien ne change jusqu'à ce que tout bascule. Aucun signe avant-coureur, aucune diminution de la résistance, aucun changement de tonalité. En instant, la foréuse traverse la roche et, l'instant d'après, plus rien. L'effort nécessaire pour maintenir la rotation disparaît si brutalement que la perceuse avance de 7 cm avant qu'il ne puisse relâcher la gâchette. La vibration dans le boîtier change complètement de nature. D'un grincement dense, elle devient creuse, ouverte, vide. Il coupe l'alimentation et maintient la position. Pendant plusieurs secondes, il ne bouge pas. Il retient son souffle. Il écoute. Aucun souffle d'air ne s'échappe. Aucun écho. Aucun mouvement de l'autre côté de la brèche. L'espace qu'il vient de percer est hermétiquement clos et le silence lui répond. Ce qui se dégage de ce trou n'est pas le silence d'une cavité vide, c'est le silence d'un espace qui est resté silencieux pendant très longtemps et qui ne souhaite pas être dérangé. Il reterre la foreuse juste assez pour confirmer la percée. Pas de soulèvement de débris, pas d'effondrement, pas de fracture secondaire, juste une transition nette entre le basalte solide et le néant. Il pose la Hilti à terre, à côté de lui. Ses mains restent immobiles, mais son pouls s'emballe. Il le sent dans sa gorge. Un rythme rapide et tendu qui n'a rien à voir avec l'effort physique des 40 dernières minutes. Il est, de son propre aveu plus tard, terrifié. Non pas à cause du forage, ni parce qu'il s'est fait prendre, mais à cause de ce qu'il vient d'ouvrir. Et voici ce qu'il ignore encore. Il n'a pas vu ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne le verra pas avant 12 minutes, le temps d'installer la caméra. Alors, si vous me suivez toujours, abonnez-vous, car ce qui sortira de ce trou quand il enverra la caméra, la plupart des chaînes ne le montreront pas. Et nous allons analyser chaque image ensemble. Pour l'instant, il ne sait qu'une chose. Le vide de l'autre côté de son forage n'est pas vide. Il le sent. Il ignore simplement ce qui le remplit. Pendant les 5 premiers mètres, il n'élargit pas le trou immédiatement. Il attend. Il applique une fine bande de papier contre l'ouverture. Rien ne bouge. De l'autre côté, l'air est stagnant, immobile, ce qui exclut d'emblée la plupart des explications naturelles auxquelles il s'attendait. Des tonnelles de lave s'échappent, des cavités de failles résonnent, des vides naturels scellés dans le basalte. Ce trou-là ne reste pas structurellement intact pendant 60 millions d'années. C'est celui-ci, réfléchissez-y.
Les parois de ce qui s'y trouve tiennent sous leur propre poids 60 millions d'années après le refroidissement de la roche environnante. Et pas une seule colonne de basalte au-dessus ne s'est affaissée pour combler le vide. Les cavités naturelles scellées ne se comportent pas ainsi, celles créées artificiellement. Ce n'est qu'alors qu'il commence à élargir l'ouverture. Pas assez pour s'y glisser. Il ne compte pas s'y aventurer lui-même. L'engine qu'il utilise est un petit robot d'inspection chenillé, du type de ceux utilisés pour les relevés d'égouts, modifié avec un anneau LED plus lumineux et un câble renforcé relié à un moniteur portable. Il le pousse dans le forage. Il le regarde franchir la paroi du fond. Il attend que l'image de la caméra se stabilise, puis il aperçoit le sol. L'espace de l'autre côté n'est pas une poche, mais un couloir. Le sol s'étend en ligne droite. Les parois ont une largeur à peu près constante. Le plafond, qui sur du basalte brut devrait être irrégulier, fracturé, inégal, est au contraire étrangement plat. Non pas poli, mais plane comme une surface le devient lorsqu'on a veillé à sa planéité. Il y a une différence entre une grotte plate par hasard et un espace maintenu plat. C'est le second cas. Il serre plus fort l'écran. Il le calait contre son ventre. Le chenil continue de rouler. 5 mètres de profondeur. Hewitt, c'est alors que les formes suspendues apparaissent. Il arrête le rampant. Il ne raconte rien. Il ne respire pas. Le titre annonçait que l'autre côté de la porte ne serait pas vide. Les 5 premiers mètres l'ont confirmé. Les 5 suivants l'ont rendu encore plus inquiétant. Sur la côte d'Irlande du Nord, des piliers de pierre surgissent de terre, aux formes si parfaites qu'elles semblent impossibles. Voici la chaussée des géants. Ces formes suspendues sont sombres, régulières et espacées. Elles déforment étrangement la lumière, l'absorbant davantage que la roche environnante. Elles ne brillent pas, ne reflètent pas, elles absorbent. Le sol sous leurs pieds est plus sombre que le basalte à l'entrée, taché, irrégulier. De minces et flaques d'eau diffusent le faisceau du robot en reflets brisés qui ondulent légèrement, même lorsque le robot est immobile. Il en compte 7 dans le premier groupe, puis d'autres plus loin, plus difficiles à distinguer à travers la brume. L'espacement entre elles reste constant. Quoi qu'elles soient, quelqu'un les a suspendues avec soin. La version publique de la vidéo s'arrête ici. L'enregistrement complet est disponible dans le commentaire épinglé et l'analyse image par image se trouve dans nos archives inédites sur Patreon. Lien ci-dessous. Ce que vous voyez ici a déjà été modifié. Non pas pour plus de clarté, mais pour ne garder que ce qui reste suffisamment longtemps à l'écran pour être bien visible. Lorsque l'enregistrement reprend, le vaisseau a dépassé l'amas suspendu. L'atmosphère s'est épaissie. Les contours s'estompent. Le contraste diminue. L'air est saturé d'humidité, suffisamment dense pour perturber la perception de la profondeur par la caméra. Puis le sol change. Sa surface s'assombrit par endroits. Les traces de pas compriment une fine couche d'une substance plus molle que la roche. De l'eau, probablement, ou quelque chose d'approchant. Des flaques d'eau peu profondes apparaissent dans les creux. De fines couches irrégulières reflètent la lumière en motifs fragmentés. Les reflets ne forment jamais d'image miroir nette. Ils ondulent de même lorsque le robot est immobile. Soit le liquide n'est pas immobile, soit la surface sous-jacente ne l'est pas. Oryx ralentit le robot. La caméra plonge vers le sol. Il n'y a pas de direction d'écoulement, pas de source visible. La couleur est difficile à définir à la caméra. Sombre, presque noir sous la lumière directe. Mais en changeant d'angle, de légères variations apparaissent. Des tons qui ne correspondent pas au basalte environnant, suggérant qu'il ne s'agit pas simplement d'eau stagnante sur la pierre. Il n'en prélève aucun échantillon. Il n'a apporté aucun récipient capable de contenir en toute sécurité ce que cela pourrait être. Ce main tremble sur les commandes. Il ne s'en rend compte que lorsqu'il tente un réglage précis et que le robot dévie plus largement que prévu. Il pose l'écran un instant, appuie sa paume à plat contre la pierre froide de la falaise derrière lui et attend qu'il se stabilise. Puis il incline la caméra vers le haut. Vous comprenez maintenant pourquoi il n'y est jamais entré lui-même. Les poutres incrustées, on pourrait facilement les manquer. La lumière révèle une structure au plafond qui détonne avec la texture environnante, une ligne qui coupe net le flux naturel de la roche. L'objectif se stabilise, le motif se précise. Des structures sont incrustées dans le plafond, ni silentes, ni suspendus, intégrées, courant horizontalement à travers la cavité, recoupant la roche supérieure à intervalles réguliers. Elles ressemblent à des poutres, partiellement masquées par le matériau environnant, mais suffisamment distinctes pour rompre complètement la continuité du basalte. Elles ne suivent pas les lignes de fracture naturelles. Elles les traversent, maintenant des trajectoires rectilignes là où la roche elle-même se courberait ou se briserait normalement. Reinforcement.
ou quelque chose qui se comporte de la même manière. Et c'est là que ça se complique. Le basalte de la chaussée des géants a 60 millions d'années. Quelle que soit la composition de ces poutres, le basalte s'est formé autour d'elles, et non l'inverse. Relisez bien cette phrase. Quelle que soit la matière qui compose ces poutres, elle était déjà présente lorsque la lave s'est refroidie il y a 60 millions d'années, avant la diversification des mammifères, avant même que l'océan Atlantique, tel que nous le connaissons, ne soit complètement formé. Un phénomène a renforcé la structure d'un corridor de la chaussée des géants. Puis, toute la côte nord d'Antrim s'est refroidie autour, et la structure tient toujours. L'espacement entre eux correspond presque exactement à celui des formes suspendues. Ce qui est suspendu au plafond et ce qui le soutient font partie d'un même système. Ce ne sont pas deux phénomènes distincts, mais un seul. Oreille se détourne de l'écran. Il lève les yeux vers la falaise, vers les colonnes de basalte qui s'élèvent au-dessus de lui, vers le ciel qui commence à peine à s'éclaircir à l'aube sur l'Atlantique. Le site naturel le plus photographié d'Irlande du Nord repose sur quelque chose qui n'est pas naturel. Il le sait intellectuellement depuis 3 minutes. Il commence seulement à en prendre conscience. Le titre indiquait que l'autre côté de cette porte n'était pas vide. À présent, le mot « non vide » est bien trop faible. L'espace est occupé. L'espace est artificiel. Cet espace est artificiel depuis bien plus longtemps que l'espèce humaine n'existe. Et puis, à 15 mètres de profondeur, quelque chose à l'intérieur s'illumine tout seul. La fusée éclairante. À 15 mètres, le robot continue d'avancer. À 10 mètres de l'entrée, 12, Queens. Le signal reste globalement stable, mais pas parfaitement. De brèves fluctuations, de petites interférences qui se propagent dans le flux et disparaissent avant qu'il n'ait à réagir. Les décharges sont de plus en plus fréquentes et ne correspondent à aucun profil électromagnétique qu'il ait pu observer lors de ses précédents travaux dans le basalte profond. Le basalte est électromagnétiquement silencieux. Il ne génère pas ce type de parasite. Quelque chose à l'intérieur de cette cavité en est la cause. Il ignore quoi? Il ignore comment? Il sait seulement que le signal s'intensifie et que plus le rampante s'approche, plus la situation empire. Puis tout se déroule très vite. Si fugace qu'on peut facilement la manquer au premier coup d'œil. Un halo lumineux, plus éclatant que les LED du robot, apparaît furtivement dans le champ. Ce halo se reflète sur l'humidité ambiante, créant une lueur éphémère sur l'objectif. Puis, il disparaît. Plus aucune source. Aucune lueur résiduelle. Rien. Il immobilise le robot, maintient sa position et attend. L'espace devant lui reste obscur. Il revoit la séquence, isolant les images où apparaît le halo lumineux. Il est bien là, constant sur plusieurs images. Ce n'est pas un bug. Ce n'est pas un reflet des phares du robot sur une surface invisible. La géométrie ne correspond pas à cela. La luminosité varie selon un motif que les faisceaux du robot ne pourraient pas produire. Le robot était immobile. Quelque chose d'extérieur, quelque chose à l'intérieur de la cavité, quelque chose qui a brièvement émis sa propre lumière avant de s'éteindre. Son pouce hésite au-dessus des commandes. Il ne fait pas avancer le robot, pas pendant un long moment. Ce qui vient d'émettre le signal. Et il utilise maintenant ce mot mentalement. Signaler. Réagissez à la présence du robot. Il n'a aucun moyen de le confirmer. Il n'a aucun moyen non plus de l'infirmer. Il repasse l'image une fois, puis une troisième. La luminosité augmente, se maintient, diminue, augmente, se maintient, diminue. Presque rythmique, presque délibéré. Le genre de séquence que l'on conçoit pour qu'un signal soit perçu et non comme un dysfonctionnement. Il est conscient qu'il interprète cela de manière excessive. Il est également conscient qu'il pratique ce genre de travail depuis suffisamment longtemps pour faire confiance à son intuition. Les deux sont vrais simultanément. Il reste assis un instant, absorbé par cette pensée, sur la paroi froide de la chaussée des géants. Un écran sur les genoux lui montrant un couloir dont personne ne connaît officiellement l'existence. Des parasites zèbrent l'image. Elle se déforme, se stabilise, puis se déforme à nouveau. Plus il avance, moins l'image est stable, à 20 mètres de l'entrée. C'est là que tout s'arrête. Malgré lui, le robot perd de l'adhérence sur le sol meuble. Les chenilles patinent sans avancer. Les interférences atteignent un niveau tel qu'il risque de perdre complètement la transmission. Il tente quelques ajustements. En vain. Alors, il prend la décision que tout opérateur prudent prend. Il fait demi-tour. Mais ce qui passe à l'écran en partant, c'est ce qui l'a hanté pendant des semaines. La retraite. Le robot rebrousse chemin lentement, même sol obscur. Même poutres encastrées au plafond. Elles tracent toujours leur ligne droite et artificielle sur la roche. Plus tard, en visionnant l'enregistrement, il mesure les intervalles entre ces lignes. Elles ne varient jamais. Pas d'une seule image.
Quel que soit celui qui a fixé l'espacement au plafond, il l'a fait une fois, parfaitement, puis est parti. Ou peut-être pas parti. Et alors les formes suspendues réapparaissent, immuables, presque, de subtiles irrégularités dans leur position, à peine perceptibles. Rien qu'ils puissent prouver sur une seule image, mais suffisamment pour qu'en visionnant la vidéo dans un sens puis dans l'autre, il ne soit plus certain que ces formes se trouvaient exactement au même endroit lorsque le robot est passé en dessous la première fois. Les angles sont décalés de quelques fractions de degrés. Les ombres ne se projettent plus exactement au même endroit qu'à l'aller. L'une d'elles est légèrement inclinée différemment. Une autre s'est déplacée d'1 centimètre, peut-être moins, sur son axe longitudinal. Des détails. Le genre de détails qu'on peut se convaincre d'ignorer en ne regardant la vidéo qu'une seule fois. Il l'a visionnée plus d'une fois. Il ne dit pas qu'elles ont bougé. Il dit qu'il ne peut pas en être sûr. Le titre promettait que l'autre côté de cette porte ne serait pas vide. À présent, vous comprenez le pire de cette promesse. Non vide ne signifie pas seulement que le couloir est plein de choses. Cela signifie que les choses dans le couloir n'attendaient peut-être pas. Elles observaient peut-être. Le robot de forage dégage le couloir. La lumière extérieure filtre à travers le cadre tandis que l'unité s'approche du puits de sortie. Elle s'engouffre à nouveau dans la paroi rocheuse. L'opération s'arrête là. Il ne remet pas le robot en place. Il ne tente pas un second passage. Il retire son équipement, le range et scelle le point d'entrée. Non pas définitivement, mais suffisamment proprement pour que, de l'extérieur, la paroi rocheuse paraisse intacte. Aucune fissure, aucun débris résiduel, aucune trace de forage. Il travaille vite. Il jette régulièrement un coup d'œil au puits scellé, comme on jette un coup d'œil à une porte dont on n'est pas sûr d'avoir bien fermé. Le lendemain matin, depuis le sentier de la falaise, on passerait devant sans rien remarquer. Les touristes, eux, l'ont remarqué. Et il continue de passer devant depuis. Ce qu'il ne dira pas. La porte de pierre, celle qui a tout déclenché, celle que touristes et gardes forestiers ont vu s'ouvrir, n'a plus été filmée depuis. Tiens, voilà qui est intéressant. Plus tôt dans la journée, on nous a rapporté que des touristes et des gardes du National Trust avaient vu l'aileron, légendaire, disparaître dans une ouverture magique creusée dans la paroi rocheuse de la chaussée des Géants. Plus aucun mouvement, plus aucune image, rien. Quel que soit son fonctionnement, le processus ne s'est pas répété. Est-ce que cela signifie que tout est terminé ou que la porte attend quelque chose? Tout dépend de ce que l'on imagine de l'autre côté. Mais si la cavité atteinte par Auréa est parallèle à cette partie de la falaise, et si la structure qu'elle a découverte existe à côté de celle observée de l'extérieur, alors la conclusion est inévitable. Ce qui se cache derrière cette porte n'est pas vide. Ce n'est pas un creux. Ce n'est pas une cavité naturelle creusée par la lave en refroidissement ou par des millénaires d'infiltration d'eau. Il n'existe aucune trace officielle de tout cela. Aucun document déposé auprès du National Trust. Aucune conclusion publiée. Un seul témoignage existe, celui d'un homme qui a cartographié une paroi rocheuse à la main, percé sa partie la plus fine et glissé une caméra dans l'obscurité de l'autre côté. Tous les autres experts interrogés au sujet de la vidéo de la porte qui bouge ont soit refusé de commenter, soit réaffirmé la position géologique classique selon laquelle les formations basaltiques ne bougent pas, et que, par conséquent, la vidéo est forcément erronée, falsifiée, ou les deux. Auréa ne semble pas contester l'immobilité du basalte. Il pense simplement que ce qui a bougé à la chaussée des Géants n'était pas, à proprement parler, du basalte, ou du moins pas uniquement du basalte. Il a décrit ses observations avec précision et rigueur. Mais sur un point, il n'a jamais hésité, jamais nuancé son propos, jamais nuancé ses propos. Il n'a jamais qualifié ce phénomène de naturel. L'enregistrement ne montre pas tout ce qui s'est passé. C'est impossible. L'objectif déforme l'image, l'humidité perturbe la qualité, la profondeur est réduite. Selon ses propres termes, l'enregistrement est plus net que ce qu'il a vu en direct, ce qui signifie que ce que la caméra n'a pas capturé, ses yeux ne l'ont pas perçu en premier. Il y avait quelque chose dans cette cavité. Cela n'aurait pas dû y être, et la cavité s'est illuminée lorsque la créature s'en est approchée. Alors, si cette porte de pierre s'ouvre à nouveau, si le mécanisme qui lui a permis de coulisser la première fois s'active une seconde fois, la question n'est plus de savoir ce qui sera révélé à son ouverture, mais ce qui nous attend déjà de l'autre côté. Laissez un commentaire ci-dessous. Pensez-vous qu'Auréa devrait diffuser le reste des images, ou a-t-il bien fait de les remettre sous scellé? Abonnez-vous et activez les notifications. Si cette possibilité est à nouveau offerte, nous serons les premiers à vous prévenir. L'enregistrement complet et non censuré se trouve dans le commentaire épinglé. Kieran Auréa a scellé son point d'entrée et s'est éloigné.
Il n'est pas retourné à la chaussée depuis le jour où il a scellé le panneau. Il refuse d'en dire la raison. Il refuse même d'en parler au téléphone. La seule chose qu'il confirme officiellement, c'est que ce qui s'y trouve y est toujours. Ce qui s'y trouvait auparavant n'y est plus.